Merci encore une fois au CIFAL et aux gens du CIFAL de nous avoir invités à participer à cet événement. Notre présentation va tourner autour des tendances du marché de l'oncologie dans le monde et aussi des cas d'études ou des case studies sur cette double affectation hôpital-officine sur certaines molécules. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer à parler du coût du cancer dans le monde. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'incidence du cancer devrait augmenter considérablement jusqu'en 2025, où on passera de 20 millions de nouveaux cas par an en 2022 à 32 millions de nouveaux cas en 2050, ce qui signifie une augmentation de 61% quand même. Donc, plus de la moitié de l'augmentation se trouve en Asie. La Chine vient en tête avec 2,4 millions de nouveaux cas par an à partir de 2050, avec une hausse de 51% par rapport à 2022. L'Afrique enregistrera 1,6 million de nouveaux cas de cancer par an à partir de 2050, ce qui donne une augmentation, une hausse de 135%, tandis que l'Amérique latine augmentera de 83%. L'Amérique du Nord devrait connaître 49% de nouveaux cas et l'Europe enregistrera 25%, là où le Japon enregistrera 5% de plus en 2050. Donc ça, c'est en termes d'incidence. Si on parle des classes thérapeutiques qui vont driver un petit peu le marché pharmaceutique jusqu'en 2028, on voit que l'oncologie vient en première position. Le marché oncologique atteindra 409 milliards de dollars d'ici 2028 avec un CAGR, une évolution moyenne sur 5 ans entre 12 à 15%, suivi de l'immunologie. On trouvera aussi l'obésité qui enregistrera la plus grande ou la plus importante évolution avec 24 à 27% d'évolution jusqu'en 2028, ce qui représenterait 74 milliards de dollars de chiffre d'affaires dans le monde. Si on parle des dépenses en médicaments cancéreux, donc en 2023, on était sur 223 milliards de dollars et on atteindra 409 milliards de dollars en 2028. Donc 74% des dépenses sont concentrées dans les principaux marchés développés, donc les États-Unis, les U4, le Royaume-Uni et le Japon. Et ce que disait Monsieur Sidi Saïd tout à l'heure, c'est qu'on verra de plus en plus de lancements en oncologie, où l'oncologie devrait ajouter 100 nouveaux traitements au cours des 5 prochaines années, contribuant à une augmentation de dépenses de 186 milliards de dollars, justement pour atteindre les 409 milliards de 2028. Si on parle des types de tumeurs qui seront traités d'ici 2028 et avec leur part de marché. Donc on verra que les 5 principaux types de tumeurs qui sont le cancer du sein, cancer du poumon, non à petites cellules, myélome multiple, cancer de la prostate et cancer du rein représentent 56% de l'ensemble des ventes de produits en oncologie. Donc on est dans des tumeurs solides. Donc c'est ça ce qui va faire que le marché va augmenter de 223 milliards de dollars à 409 d'ici 2028. En termes de nouvelles molécules, ce qu'on appelle les Novel Active Substances, donc le nombre total de lancements en oncologie en 2023 a augmenté de 19% par rapport à 2022, mais reste en baisse par rapport à 2021. Et près des 2 tiers de lancements de nouvelles molécules en oncologie ont été lancés pour les tumeurs justement solides en 2019 avec 80 nouveaux lancements, contre 44 au cours des 5 dernières années. Ça veut dire que si on prend de 2014 à 2019, on était sur 44 lancements et là on passe à 80 lancements en 2023. Donc en pipeline ou sur les développements qui sont en cours, donc le nombre de produits en cours de développement en oncologie a connu une croissance significative au cours des dernières années avec plus de 2000 produits qui sont en cours de développement. Et justement, les sociétés biopharmaceutiques émergentes, ce qu'on appelle les EBP, étaient responsables de 71% du pipeline en oncologie en 2022 contre 45% il y a 10 ans. C'est ce que disait justement M. Aid Saïd avec les nouvelles startups, avec les lancements qui prennent moins de temps et moins d'années pour lancer des nouvelles molécules. Il y a aussi la notion de vaccin aujourd'hui dans l'oncologie, donc on voit quand même un marché qui se développe.
Donc les vaccins basés sur l'ARN messager contre le cancer enregistrent une progression prometteuse par rapport au pipeline global. Donc on voit qu'en 2013, on avait un seul produit en développement. En 2022, on parle de 21 produits ou vaccins en développement. Donc ce qui démontre quand même qu'il y a un intérêt très important et croissant sur le développement des vaccins pour justement le traitement des cancers. L'impact des biosimilaires, donc ce qu'on peut voir, c'est que depuis l'entrée des biosimilaires, il y a eu des économies énormes. Donc on parle de 7 milliards de dollars en 2023. Et si on fait le cumul de 2017 à 2023, on parle de 19 milliards de dollars rien qu'avec l'arrivée des biosimilaires, ce qui reste quand même un marché aussi très potentiel et très intéressant. Et on a vu en Algérie aussi qu'aujourd'hui, on se concentre beaucoup sur le développement et le lancement de biosimilaires. Il y aura certainement aussi de nouvelles molécules qui vont être biosimilarisées. Donc on parle du denosumab qui va venir aussi générer des économies pour le pharma et ces économies pourront être utilisées justement pour développer de nouvelles molécules. Le coût du cancer en Algérie, donc selon les estimations qu'on a et selon les informations qui sont disponibles, donc on parle déjà des dépenses en santé. Donc on a l'Algérie qui consacre 6,3% du PIB pour les dépenses en santé. De ces 6,3, on a 25% qui sont dans les traitements et dans les médicaments de manière générale. Et dans ce marché pharmaceutique, on a 11% qui sont représentés par l'oncologie. Donc si on voit un petit peu l'évolution des chiffres de l'oncologie en Algérie, on voit clairement que les entreprises locales et régionales sont en train d'évoluer aux dépens des multinationales. Donc on voit qu'ils étaient à 23% en 2021 et ils passent à 36% en 2023. Et aussi la part du générique versus l'original. Quand on parle de générique, c'est soit pour les molécules chimiques ou aussi pour les biosimilaires, où on passe de 26% en 2021 à 43% en 2023. Donc une évolution quand même de 35% grâce justement à l'entrée des biosimilaires. Si on parle un petit peu du système de santé en Algérie, comment il est présenté, donc on voit que le financement public et les caisses sociales représentent 37 et 26%. Donc on est à peu près à 63-65% uniquement avec les fonds publics. On a ce qu'on appelle le out of pocket, donc c'est le patient lui-même qui paye son traitement, on parle de 36%, et une petite contribution des assurances privées de 1%. En fait, tous ces éléments vont être utilisés pour analyser la situation actuelle et voir comment on peut transférer certaines molécules de l'hospitalier vers justement le privé, mais cela impliquera des coûts, cela impliquera des investissements. Et donc c'est pour ça qu'on est en train de parler un petit peu de système de santé de l'Algérie qui pourrait peut-être être amené à se transformer un petit peu pour arriver à cette double affectation. Ce slide est intéressant parce qu'il montre un petit peu les défis que rencontrent aujourd'hui les patients atteints de cancer ou de tumeurs. Donc on voit qu'on commence avec une population, un nombre de patients qui va baisser au fur et à mesure du patient, ce qu'on appelle le patient pathway ou le patient flow. C'est-à-dire qu'à chaque étape, on va perdre des patients pour des raisons multiples. Donc on commence par tout ce qui est awareness, donc tout ce qui est sensibilisation et prévention. On passe au dépistage et dépistage précoce, ensuite le diagnostic, le traitement et on arrive à la fin à la survie ou aux soins palliatifs. Et on voit que ces trois éléments, donc le awareness, la sensibilisation, les infrastructures et les moyens et aussi la disponibilité et l'affordability ou l'accessibilité ont un impact direct sur le parcours du soin. C'est-à-dire que plus on a des défis, plus on voit le nombre de patients qui réussiront ou arriveront à la fin de la chaîne pour recevoir leur traitement diminue. Et donc c'est à ce moment-là, ou c'est sur ces étapes-là et c'est sur ces facteurs-là qu'il faudra agir justement pour réussir des projets tels que celui de la double affectation hôpital-pharmacie de ville. Donc nous, on voulait parler un petit peu des marchés régionaux et internationaux pour dire qu'aujourd'hui, cette double affectation existe. Et elle existe dans plusieurs pays qui ont je dirais des approches différentes. Quand on voit par exemple le marché européen,
on a 60% des ventes en oncologie se font à l'hôpital, ce qui veut dire que 40% restent dans le marché ville, et on a plusieurs exceptions. C'est-à-dire quand on voit par exemple l'Allemagne qui a 77% de ses produits oncologie passent par le secteur ou ça par le circuit retail. On a la Lituanie aussi qui a 87% de ces produits qui sont dispensés au niveau des pharmacies. Donc c'est à peu près 9 patients ou 9 délivrances sur 10 qui passent en pharmacie de ville. On a la Roumanie, on a la Suède aussi avec 66%. On a le Danemark qui a 50%. Ça veut dire qu'aujourd'hui, l'approche double affectation publique-privée, elle existe déjà, elle est déjà mature dans certains pays. Et je pense qu'il est intéressant, c'est d'analyser justement ces pays, comment ils ont fait pour pouvoir appliquer ou réappliquer ces concepts. Quand on compare le case study de Keytruda, par exemple, entre l'Allemagne et l'Espagne, on voit qu'il y a 3 éléments. Donc déjà, on a un système de santé qui est décentralisé au niveau de l'Allemagne. On a un cadre réglementaire qui est favorable et qui encourage cette approche pharmacie de ville, pharmacie officinale. Et aussi, un élément très important, je pense que ça aussi, ça serait une discussion qu'il faudrait avoir, c'est le rôle des assurances privées, des complémentaires santé. Parce que si on bascule certains produits de l'oncologie qui sont gérés aujourd'hui exclusivement par la PCH vers la pharmacie, c'est-à-dire que c'est soit le patient qui va payer ça, soit il y aura des mécanismes de financement qu'il faudra intégrer dans cette approche. Et je pense que les assurances maladie et les complémentaires santé devraient faire partie de ces discussions. Si on prend le marché Middle East, par exemple, de l'oncologie, on voit que c'est un marché qui est en progression de 20% sur les 5 années de 2016 à 2020 et de 12,3% entre 2019 et 2020. Pour dire, c'est un marché qui est tout le temps en croissance, même si on a les biosimilaires, même si on a des nouvelles molécules qui vont venir. Le marché oncologie devrait continuer à augmenter, ce qu'on a vu jusqu'à 2028. Et donc, tous ces éléments-là donneront à réfléchir sur comment on devra financer cette approche justement de double affectation. On a aussi un case study en Middle East, donc c'est le pembrolizumab, où on voit l'évolution de la consommation entre le retail et l'hospitalier. Et donc aujourd'hui, on a 22% des dépenses sur ce produit-là, ou sur cette molécule, qui se font justement en officine. Alors, je pense que c'est le dernier slide. En fait, ce slide représente, on l'a appelé l'écosystème de la double affectation. On trouvera toujours le patient au centre de toute la réflexion. On a des stakeholders ou des intervenants qui ont un impact direct sur la prise en charge du patient, mais on a aussi des éléments ou des stakeholders, des intervenants qui seront impactés ou impacteront directement ou indirectement cet écosystème. Donc nous, si on parle de la pharmacie aujourd'hui, la pharmacie, elle fait partie d'un écosystème et qui a de l'influence ou qui est influencé par plusieurs intervenants. Si on veut faire passer des molécules, par exemple, vers la pharmacie de la PCH, il faudrait que tout ce beau monde se mette d'accord aussi sur l'approche. On a les cliniciens qui ont aussi leur mot à dire. On a les professionnels de santé, on a les compagnies pharmaceutiques, on a ce qu'on appelle les payeurs, donc les assurances, que ce soit privé ou public, on a les hôpitaux, on a la régulation, donc les autorités aussi devront décider quelle serait l'approche idéale pour aller vers la double affectation. Et aussi on a des éléments qui seront impactés directement ou indirectement, comme j'ai dit. On a tout ce qui est HAD, par exemple, l'hospitalisation à domicile. Aujourd'hui, elles existent, mais je pense qu'avec cette double affectation, ils seront aussi impactés positivement. On a les centres de pharmacovigilance qui aujourd'hui devront aussi collaborer avec les pharmacies. On a tout ce qui est entreprise tech, innovation, start-up, etc., qui vont aussi peut-être contribuer avec des applications, avec des process innovants qui vont faciliter ce passage. On a les éducateurs, on a aussi les médias avec les campagnes de sensibilisation. Donc aujourd'hui, à travers les pharmacies, donc on essayera peut-être d'identifier de manière plus adaptée et précoce. On pourra faire du dépistage, on pourra faire
des analyses, etc. Et donc même en termes de communication, le public qui va recevoir cette communication est différent et il faudrait des moyens de communication aussi différents. Donc voilà, ça c'est l'écosystème. Et donc tout ce beau monde-là, il faudrait qu'ils se mettent autour d'une table et ils discutent des avantages indéniables de faire passer certaines molécules vers la pharmacie. Ça, je pense, c'est confirmé, donc il n'y a pas de doute sur ça. Même Monsieur le Ministre, je pense qu'il en a parlé du passage de certaines molécules. Mais je pense qu'il faudrait quand même bien penser la chose et peut-être aussi commencer avec des pilotes et non pas généraliser tout ça sur toute la population éligible. Donc commencer avec des pilotes, avec une population pilote, avec des régions pilotes, avec des pharmacies pilotes, analyser tout ça et faire évoluer le modèle. Parce qu'en fait, le souci c'est quoi? C'est que si on lance sur tout le territoire, au lieu d'avoir un problème, on va avoir une multitude de problèmes à gérer. Là aussi, on lance sur une région, sur une pharmacie, sur une population, on peut détecter tous les potentiels soucis, les ajuster et ensuite généraliser tout ça. Donc c'était ça le dernier slide. Voilà, pour résumer, donc on est sur un marché oncologique qui ne fera que progresser, augmenter. Il faudrait trouver des mécanismes de financement et d'accès aussi aux patients. Et parmi ces mécanismes-là, c'est faire passer justement certaines molécules du public vers le privé. Mais cela nécessite quand même des mécanismes et beaucoup de travail pluridisciplinaire justement pour arriver à cette double affectation. Donc ça, c'était notre présentation.